Le Grand Canyon n'est pas seulement l'une des merveilles naturelles les plus célèbres des États-Unis. C'est un organisme vivant qui respire, avec une histoire séculaire marquée par des disparitions, des tragédies et une indifférence silencieuse à l'égard de la présence humaine. Les touristes qui s'y rendent sont souvent émerveillés par son ampleur et sa beauté, mais rares sont ceux qui réalisent à quel point le destin peut y changer rapidement et de manière irréversible. L'un de ces cas, qui reste à ce jour sans réponse, est la disparition de Sandra Jean Mitchell à l'été 1993. Sandra, une femme de 34 ans originaire d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, était venue visiter le parc national avec deux amis, Janice Walsh et Robert Carter. Selon ses proches, c'était une personne expérimentée. Ce n'était pas son premier voyage au Grand Canyon. Elle connaissait bien les particularités du climat, savait s'orienter et ne prenait jamais de risques inutiles. Le groupe avait prévu de passer 2 nuits dans un camping au bord du fleuve Colorado, après avoir descendu le sentier Bright Angel Trail, puis de revenir par le même chemin. Ils sont arrivés le 18 juin et ont monté leur tente dans la zone réservée au camping de loisirs de Pipe Creek, un endroit assez populaire mais peu fréquenté à cette période de l'année. Le temps était stable, chaud et sans vent. Selon Janice, la journée s'est déroulée tranquillement. Ils ont pu se baigner dans la rivière, préparer le dîner et s'asseoir autour du feu jusqu'à la tombée de la nuit. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel, ni de personnes étrangères, ni de bruits étranges, ni d'odeurs. Sandra se comportait comme d'habitude. Elle riait, discutait des projets pour le lendemain et, selon les souvenirs de ses amis, elle est allée se coucher la première, vers 21h30. Les tentes étaient alignées à quelques 2 mètres, les unes des autres. Le matin du 19 juin, vers 6h, Janice est sortie et a remarqué que la fermeture éclair de la tente de Sandra était ouverte. Cela lui a semblé étrange. Sandra fermait généralement bien sa tente pour la nuit. Il n'y avait ni lampe, ni chaussures, ni Sandra à l'intérieur. Au début, Janice a pensé que son amie s'était simplement levée tôt pour aller à la rivière, mais au bout de 20 minutes, son absence est devenue inquiétante. Robert s'est joint aux recherches et ils ont rapidement compris que Sandra avait disparu. Selon les instructions, si un randonneur ne revient pas au bout d'1 heure, il faut prévenir les gardes forestiers. Janice et Robert ont contacté la station de communication la plus proche et ont signalé la disparition vers 8 heures. La première équipe de recherche est arrivée au campement vers 10 heures. Ils ont commencé à inspecter les lieux et ont rapidement trouvé le premier. Et comme il s'est avéré, le seul indice confirmant que Sandra s'était déplacée, à 200 mètres de la tente, sur le sentier menant vers le haut de la rive, gisait sa lampe de poche. Elle était cassée, le boîtier en plastique était fêlé et les piles étaient tombées. Il n'y avait aucune trace de lutte, ni de chaussures, ni d'empreintes à proximité. Le plus étrange, c'est qu'il n'y avait pas non plus d'empreintes de chaussures distinctes menant de la tente vers la lampe de poche. Le sol à cet endroit était sec, dur et, selon les enquêteurs, une personne aurait pu passer sans laisser de traces visibles, surtout si elle se déplaçait avec précaution. Mais il faisait assez frais cette nuit d'Abila et Sandra avait quitté la tente sans veste. Toutes ses affaires, y compris ses provisions, ses médicaments et ses papiers, étaient restés sur place. Il y avait également de l'eau dans la tente, un bidon presque plein. La difficulté des recherches résidait dans le fait que la zone était accidentée et difficile à orienter. Buissons, rochers, pentes instables. Le périmètre dans un rayon d'1 kilomètre autour du camp a été ratissé par des rangers, des volontaires et un hélicoptère, mais sans résultat. Des caméras thermiques, des chiens et même des guides locaux, connaissant bien le comportement des personnes en situation de stress, ont été utilisés
mais aucun nouvel indice n'a pu être trouvé. Les parents de Sandra ont été immédiatement informés et sont arrivés au parc 2 jours plus tard. Selon eux, Sandra n'avait jamais souffert de troubles mentaux ni de crises d'angoisse et n'était certainement pas encline à faire des sorties nocturnes. Ils ont également souligné qu'elle avait peur des serpents et qu'elle n'aurait pas quitté la tente sans raison valable. Son comportement le soir avant sa disparition n'avait rien d'inquiétant. Le rapport officiel, publié 2 semaines après la fin des recherches actives, a conclu à l'absence d'indices permettant de déterminer où Sandra Jean Mitchell aurait pu se rendre après avoir quitté la tente, ainsi qu'à l'absence de signes d'incidents violents ou de contact avec des personnes étrangères. Le rapport souligne que l'affaire reste ouverte et n'est pas classée comme accident, suicide ou disparition volontaire, tant que des informations supplémentaires n'ont pas été obtenues. 2 mois plus tard, en août, l'un des employés saisonniers du parc a signalé avoir vu une femme ressemblant à Sandra dans l'une des zones le long du canyon. Cependant, cette information n'a pas été confirmée lors de la vérification. De plus, il s'est avéré qu'aucun touriste correspondant à la description de la femme n'avait été enregistré dans la région ce jour-là. Cela a donné lieu à une vague de rumeurs, mais aucune de ces versions n'a été officiellement confirmée. Malgré les dizaines d'heures passées à fouiller les environs, à faire appel à des bénévoles et à des moyens techniques, la disparition de Sandra Jean Mitchell n'a jamais trouvé d'explication logique. Ni vêtements, ni traces, ni même les effets personnels les plus élémentaires. Rien n'a été retrouvé, ni pendant l'été, ni au cours des mois suivants. Le parc a continué à patrouiller de manière passive, les gardes forestiers emportant avec eux une photo d'archives de Sandra, qu'ils comparaient de temps en temps avec les touristes, les pêcheurs et les plaisanciers privés. Chaque découverte, qu'il s'agisse d'un sac à dos abandonné, d'un morceau de tissu ou d'une trace effacée sur le sentier, était vérifiée, mais aucune n'avait de rapport avec l'affaire. Des psychologues familiarisés avec ce type d'incident ont émis l'hypothèse que la femme avait pu être victime d'un soudain élan de désorientation, dû par exemple à une forte baisse de glycémie ou à un coup de chaleur. Cependant, cette version n'a pas résisté à la critique. Sandra était en bonne santé, active, se sentait très bien le jour de sa disparition et ne se plaignait d'aucun malaise. Elle est sortie de la tente sans bagages, sans gourde, sans nourriture, sans papier, comme si elle était partie 1 minute et elle n'était pas revenue. Parmi tous les sentiers du Grand Canyon, South Kaibab se distingue non seulement par sa rectitude pittoresque et ses vues panoramiques, mais aussi par le fait qu'il semble parfaitement transparent à l'observation. Il s'agit d'une pente sèche et ouverte, creusée en zigzag dans la paroi sud du canyon. Il y a peu d'abris, peu de végétation, presque aucun endroit où une personne pourrait disparaître sans être remarquée, d'autant plus par beau temps et avec une visibilité parfaite. Mais c'est précisément dans cette zone, dans la matinée du 14 septembre 1989, qu'un touriste de 27 ans nommé Kevin Thomas Lloyd a disparu. Ingénieur à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, il était venu au Grand Canyon avec 2 amis, Brian Hills et Roy Kramer, qu'il connaissait depuis l'université. Le voyage était prévu depuis longtemps, une randonnée de 3 jours avec nuits en camping près du fleuve Colorado. Le groupe est arrivé au parc dans une voiture de location et a enregistré son itinéraire au centre d'accueil des visiteurs. Le matin du 14 septembre, ils ont commencé la descente de South Kaibab vers 8h10. Le temps était clair et la température agréable. Ils marchaient à un rythme modéré, s'arrêtant parfois pour prendre des photos. Kevin avait avec lui un sac à dos de taille moyenne, une bouteille d'eau, une veste légère et un bandana autour du cou.
Il marchait en dernier, photographiant le canyon avec son vieil appareil photo. Vers 9 heures, ils ont atteint la section entre Cedar Ridge et Ooaa Point, l'un des endroits les plus dégagés et les plus fréquentés de l'itinéraire. C'est là, sur une partie plate du sentier, que Kevin s'est arrêté à quelques mètres derrière les autres pour, selon Brian, refaire ses lacets. Ils ont avancé d'une quinzaine ou d'une vingtaine de pas, puis se sont retournés. Kevin avait disparu. Au début, ils n'y ont pas prêté attention. Ils ont pensé qu'il avait simplement pris du retard ou qu'il s'était écarté pour prendre une photo ou faire une pause. 10 minutes plus tard, ils sont revenus sur leurs pas et l'ont appelé, mais sans réponse. Le sentier était complètement désert. Ils ont passé les 30 premières minutes à le chercher seuls. Ils descendirent un peu plus bas sur le sentier, puis remontèrent jusqu'au dernier endroit où il avait pris de l'avance. Aucune trace, ni sac à dos, ni mouvement, ni bruit de pas. Au bout d'une heure, Brian décida de remonter et d'alerter le poste des Rangers à South Rim Village de la disparition possible. À 11h30, les premiers agents de sécurité du parc sont arrivés sur place. Au cours des heures d'eau qui ont suivi, une opération de recherche d'urgence a été lancée. Les équipes de garde ont été mobilisées, ainsi qu'une partie des Rangers, et 2 pisteurs avec des chiens ont été appelés depuis Tucson. À 15h, un hélicoptère a commencé à survoler les environs. Mais rien n'indiquait l'itinéraire possible de Kevin. Ni depuis les airs, ni depuis le sol, il n'a été possible de trouver des vêtements ou des traces indiquant qu'il avait quitté le sentier. Le sol à cet endroit est poussiéreux, avec quelques galets épars. Tout écart par rapport au sentier aurait dû laisser au moins quelques empreintes, mais il n'y en avait pas. Les chiens ont perdu la trace à quelques mètres de l'endroit où Kevin a été vu pour la dernière fois. Il n'y avait ni grotte ni crevasse où un homme aurait pu tomber, et la visibilité était presque parfaite sur des dizaines de mètres, à l'avant et à l'arrière. La première nuit, les recherches se sont poursuivies. Le groupe est resté au camp, tandis que plusieurs patrouilles ont parcouru les zones voisines, y compris les contreforts et les pentes les plus proches. Mais même la nuit, malgré la baisse de température, aucun cri, aucun bruit de pas, aucun bruit accidentel susceptible d'indiquer l'emplacement d'une personne en détresse n'était audible. Le lendemain, plus de 40 personnes, dont des volontaires, participaient aux 2 recherches. Ils élargirent le périmètre, vérifièrent les pentes raides, inspectèrent les cavités sous les corniches et firent appel à des alpinistes pour vérifier les recoins inaccessibles. Aucun signe de vie. Les parents de Kevin sont arrivés au parc le 3e jour, alors que sa disparition faisait déjà la une des journaux locaux. Ils ont insisté pour se rendre en personne sur le sentier où leur fils avait disparu. La mère de Kevin, Judith, a ensuite déclaré aux journalistes « Je ne comprends pas comment un homme peut disparaître dans un endroit où tout est visible comme sur le plat de la main. » Et c'était là le principal paradoxe de cette histoire. Kevin Lloyd avait disparu dans un espace totalement dégagé, avec une visibilité parfaite, sur un sentier où des dizaines d'autres touristes passaient chaque jour. Aucun d'entre eux n'avait remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Les recherches officielles ont duré 9 jours. Chaque mètre carré du sentier, entre Cedar Ridge et Skeleton Point, a été fouillé. En vain. La seule conclusion officielle a été la suivante. Le lieu de la disparition ne présente aucun signe de nature criminelle, de chute ou de départ volontaire. Mais personne n'a pu expliquer ce qui s'était passé. 2 semaines plus tard, l'affaire a été classée comme « disparition non élucidée ». Des affiches avec le visage de Kevin ont été accrochées au centre d'accueil du Grand Canyon pendant près de 6 mois. Puis, en mai 1991, un groupe de touristes de l'Université d'Arizona, qui passait par un sentier voisin, a remarqué dans les buissons quelque chose qui ressemblait à un crâne. Il était décoloré, partiellement recouvert de sable et de mousse,
et gisait sous les racines d'un arbre, à environ 8 km du lieu de la disparition. Au début, ils ont pris la découverte pour les restes d'un coyote ou d'un autre animal, mais quand l'un d'eux a remarqué que le crâne était clairement humain, ils ont appelé les Rangers. Une semaine plus tard, l'expertise médico-légale a confirmé que, d'après l'ADN et les données dentaires, il s'agissait bien des restes de Kevin Lloyd. Aucun autre os n'a été trouvé à proximité. Ni vêtements, ni chaussures, ni sac à dos, seulement un crâne, posé au pied d'un arbre, loin du sentier principal. Au moment de la découverte du crâne, près de 2 ans s'étaient découlés depuis la disparition de Kevin. Tout ce qui avait pu être établi avec certitude, c'était que le crâne lui appartenait bien. Toutes les autres questions restaient sans réponse. Comment s'est-il retrouvé à 8 km de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois? Pourquoi aucun autre reste n'a-t-il été retrouvé? Pourquoi n'y avait-il pas le moindre morceau de vêtement? Pas de chaussures, pas de signe que le corps était resté 2 ans à l'air libre. L'endroit où le crâne a été trouvé était en soi suspect. Il se trouvait dans un ravin difficile d'accès, peu fréquenté, en dehors des sentiers officiels. Pour y parvenir, il fallait traverser une végétation dense composée de yuccas et d'arbustes épineux, puis franchir un lit de rivière asséché, effondré après les pluies. Pour une personne non préparée, surtout sans carte ni équipement, il était presque impossible d'y accéder. Et surtout, dans les premières semaines qui ont suivi la disparition, cette zone a été inspectée par des gardes forestiers qui n'ont rien trouvé. L'enquête s'est alors tournée vers des experts en criminalistique afin de déterminer si le crâne avait pu être déplacé par des prédateurs. Mais là encore, rien n'était concluant. Aucune trace de morsure, ni de dommages caractéristiques d'un déplacement. Le crâne était posé trop proprement, à la surface, partiellement recouvert de feuilles mortes et de sable. Cela ressemblait davantage à un placement délibéré qu'à un hasard. Les parents de Kevin, informés de la découverte, sont revenus dans le canyon. Le père, Harold Lloyd, a déclaré devant la caméra d'une chaîne de télévision locale: « Nous n'avons reçu ni réponse ni réconfort. Nous n'avons reçu qu'une partie, tout le reste a disparu avec lui. » L'enquête a tenté de reconstituer la chronologie des événements, de comparer les trajectoires possibles et a demandé des données sur l'activité sismique, les cavités souterraines possibles et les déplacements d'animaux. Mais aucune des hypothèses n'a été confirmée. La zone où Kevin a disparu était stable. Aucun glissement de terrain ni mouvement de sol n'avait été enregistré dans la région. Et même les données sur les déplacements de grands prédateurs tels que les pumas ou les coyotes n'ont rien donné. L'incertitude de la situation a rapidement donné lieu à une vague de rumeurs. Certains habitants se sont souvenus d'autres cas de disparition dans le canyon, où, malgré des recherches intensives, les personnes n'avaient pas été retrouvées. Selon un article du quotidien Arizona Daily Sun, un garde forestier a déclaré en privé: « Si je ne connaissais pas ce sentier comme ma poche, je penserais qu'il a été englouti par le sol. » Un autre employé du parc, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que dans la région de Cedar Ridge, les boussoles se comportent parfois de manière étrange et que même des guides expérimentés se sont perdus à plusieurs reprises. L'expertise psychologique réalisée dans le cadre de l'enquête a exclu la possibilité d'une fuite volontaire ou d'un suicide. Ni ses amis, ni sa famille, ni ses collègues n'ont signalé de signes de dépression ou d'instabilité. Kevin était passionné de randonnée, en bonne forme physique, avait une bonne coordination et savait comment se comporter en randonnée. Après tout, il n'était pas solitaire. Il a disparu au milieu de ses amis sur un sentier ouvert. Le rapport officiel publié en janvier 1992 se terminait par la phrase suivante: « Cause du décès non établie. Lieu du décès non établi. Mécanisme de la disparition indéterminé. »
À l'intérieur du parc, son dossier a été conservé dans des archives fermées jusqu'en 2001. Depuis lors, il a été classé comme historiquement clos, bien que l'affaire Kevin Lloyd reste juridiquement ouverte. Sa disparition a fait l'objet de discussions parmi les chercheurs indépendants spécialisés dans les cas anormaux. Son nom est mentionné dans plusieurs recueils sur les personnes de disparues dans les parcs nationaux. Certains ont comparé son cas à d'autres où toute trace humaine avait simplement disparu. Les cas dans le parc de Shenandoah, dans la région du mont Lassen et sur la chaîne côtière du Pacifique. Dans chacun d'eux, la même logique faisait défaut. Une personne s'éloignait légèrement du groupe et disparaissait sans laisser de traces, sans chute, sans cri, sans indice. Personne ne sait encore ce qui est arrivé à Kevin Lloyd en cette claire matinée de septembre 1989. Sa disparition reste l'une des plus étranges et inexplicables de l'histoire du Grand Canyon Sud. Dans le parc national du Grand Canyon, en Arizona, le plateau de Tonto est connu pour ses sentiers difficiles, son climat chaud et ses paysages déserts. Ce n'est pas le sentier le plus populaire auprès des touristes ordinaires, mais il est bien connu des randonneurs expérimentés, ceux qui préfèrent la solitude et qui recherchent un véritable défi. L'un de ces randonneurs expérimentés, Edward Robert Lawrence, résident d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, s'y est rendu en août 1990. Il connaissait bien la région, était bien préparé et avait déjà parcouru plusieurs fois des itinéraires en solitaire dans le canyon. Edward était âgé de 52 ans, ingénieur électronicien à la retraite, ancien militaire, veuf et sans enfant. Le tourisme et la cartographie étaient ses passe-temps. Il s'était rendu à plusieurs reprises en Arizona, avait consigné ses itinéraires de manière détaillée, utilisait des cartes papier et une boussole, et évitait le GPS, ce qui n'avait rien d'inhabituel à l'époque. Ces journaux contenaient donc des dizaines de croquis de la région, et ces carnets notaient les coordonnées exactes de ses précédents campements. Le 17 août, il est arrivé à l'extrémité sud du canyon et s'est inscrit au centre d'accueil, indiquant la durée prévue de son excursion. 4 jours dans la partie sud-est du plateau de Tonto, avec des nuits près des principales sources d'eau. Le 21 août, jour où il devait revenir à son point de départ, Edward ne s'est pas présenté. Selon les instructions, les Rangers devaient attendre au moins 24 heures avant de prendre des mesures actives. Mais le lendemain matin, des touristes qui attendaient de le retrouver à la jonction des itinéraires se sont adressés à eux. Edward leur avait promis de leur montrer un ancien puits dont il avait parlé dans son journal. Il n'est pas venu. Il n'a pas non plus contacté la forêt domaniale locale, où il devait confirmer son retour. Les recherches ont commencé le 23 août. Sa voiture a d'abord été retrouvée garée au début du sentier, sur un parking, sans trace d'effraction. À l'intérieur, il n'y avait que des bouteilles vides, des documents et un vieux sac à dos. La découverte suivante a été assez rapide. Dès le premier jour de reconnaissance aérienne, un hélicoptère a remarqué une étrange trace rectiligne sur le sol, ressemblant à des empreintes de pas qui longeaient la crête sud du plateau. Une équipe de 3 personnes s'est rendue à pied sur place et a confirmé que les empreintes appartenaient à un adulte chaussé de chaussures de randonnée. La pointure correspondait à celle d'Edward. Les traces s'étendaient sur environ 800 mètres, puis s'arrêtaient brusquement sur une surface rocheuse plane, sans le moindre signe de chute, de tache de sang ou de traces de traînée. Il n'y avait aucune éraflure sur les pierres, aucune trace de lutte ou d'intervention extérieure. Les environs étaient propres. Cet endroit est devenu crucial. Le sentier y croise un ancien lit de rivière asséché, monte sur une terrasse plane
et s'enfonce dans un canyon peu peuplé. Depuis les airs, toutes les voies de retraite étaient bien visibles, et personne, ni les enquêteurs, ni les rangers, ni les bénévoles, ne pouvait comprendre comment un homme avait pu disparaître à quelques mètres seulement d'une plateforme rocheuse solide. Il n'y avait aucune végétation pour se cacher. Il n'y avait pas non plus de précipices dans lesquels on aurait pu tomber. En contrebas, il n'y avait qu'un canyon sec, sans eau. Les recherches ont duré 6 jours. Des hélicoptères ont survolé un rayon de plus de 15 km. Des chiens ont fouillé le sol. On a même fait appel à des géologues pour évaluer la possibilité de cavités cachées. Mais on ne trouva ni sac à dos, ni vêtements, ni même de traces d'un campement provisoire. Le nom d'Edward Lawrence fut inscrit dans la base fédérale des personnes disparues, et l'affaire fut classée comme disparition inexpliquée. 4 ans passèrent. En mai 1930, un groupe d'étudiants en géologie de l'Université de l'Arizona du Nord menait des recherches sur des sites géothermiques dans des zones reculées du canyon, lorsqu'un d'entre eux est tombé sur un campement abandonné. Cet endroit se trouvait à environ 20 km du point où les traces de Lawrence avaient été découvertes. Le campement était situé dans un creux difficile d'accès, sans eau, et ne pouvait être atteint qu'à l'aide d'une boussole ou d'une carte. La tente était détruite, la toile était pourrie. À l'intérieur se trouvaient des livres à moitié délabrés, un carnet, une gourde usée et des restes d'emballage en plastique de nourriture lyophilisée. Tout indiquait que le campement appartenait bien à Edward Lawrence. L'expertise a confirmé que les objets avaient été exposés au soleil et aux intempéries pendant au moins 3 ans. Cependant, aucun reste squelettique ni aucun autre signe de la présence de l'homme lui-même n'ont été trouvés. Les affaires étaient rangées avec soin, comme si l'homme avait l'intention de passer la nuit là et de revenir rapidement. Aucune trace de loup ou d'autres animaux n'a été trouvée aux alentours. Le FBI et le service des parcs nationaux ont rouvert l'enquête. La version officielle de la mort par déshydratation a été envisagée, mais de nombreux facteurs s'y opposaient. L'emplacement du campement était extrêmement irrationnel, sans accès à l'eau, dans une zone chaude où aucun touriste expérimenté ne se serait aventuré. Edward lui-même ne souffrait d'aucun trouble mental, ne prenait pas de médicaments et avait une expérience militaire et touristique. Néanmoins, personne n'a pu expliquer comment il s'était retrouvé à cet endroit, alors que ses traces s'arrêtaient à des dizaines de kilomètres du campement où il a été retrouvé. Le cas de Lawrence figure toujours sur plusieurs listes de disparitions inexpliquées dans les parcs nationaux américains. Son histoire n'est pas seulement la tragédie d'un touriste. Elle nous rappelle que même les sentiers les plus familiers peuvent venir se transformer en pièges. Il n'y avait pas de tempête sur le plateau de Tonto, pas de criminels, pas de prédateurs, seulement un homme, le désert et le vide, qui à un moment donné s'est refermé sur lui. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Si vous voulez savoir ce que cachent encore les parcs nationaux, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas, parfois, il suffit de se retourner 1 seconde pour ne plus jamais revenir.